Cette émission est une réalisation de TCBH, propulsée par Derry Télécom. L'ameublement de la saison 2 de l'émission Place aux aînés est une gracieuseté de Meubles Tardy. Bien, bonjour tout le monde et bonjour Christiane. Bonjour Michel. Pour cette 11e émission, rencontrons Mme Andrée Tremblay de Trois-Pistoles qui nous présentera les objectifs et les projets de la Corporation du patrimoine et du tourisme religieux. Pour le récit de vie, Mme Jacinthe Veilleux vous parlera des émissions qu'elle aimait écouter dans son enfance. En troisième partie, Mme Marie-Josée Dubé-Gamache, policière, vous renseignera sur les situations de fraude qui pourraient se présenter à vous. Voici maintenant Mme Andrée Tremblay, directrice générale de la Corporation du patrimoine et du tourisme religieux de Trois-Pistoles. Elle vous présentera son organisme ainsi que les activités qui sont réalisables dans le contexte de la pandémie. Bonjour, je m'appelle Andrée Tremblay. Je suis la directrice générale de la Corporation du patrimoine et du tourisme religieux des Trois-Pistoles. On se demande peut-être qu'est-ce que ça fait la Corporation du patrimoine et du tourisme religieux des Trois-Pistoles. Il y a pour mission de sauvegarder, de mettre en valeur le patrimoine religieux des Trois-Pistoles. Et on avait au départ de faire une structure d'accueil à l'église pour faire visiter l'église, et ça, c'est notre principal mandat maintenant. Promouvoir des activités culturelles, touristiques, comme les pique-niques musicaux qu'on présente l'été, en collaboration avec la ville, la SADC, la MRC et plein d'autres organismes. Des concerts, des grands spectacles. On a eu plein les oreilles, c'est plein les yeux. C'était de très grands spectacles avec des harmonies. Et on espère pouvoir refaire le tout cette année. Donc, il y a un projet en marche pour pouvoir le faire peut-être à la fin octobre. Dans le cadre des fêtes peut-être du 325e de la ville de Trois-Pistoles, qui sait. Enfin, on a un projet. Il y aura aussi de susciter des activités avec les membres de la corporation et on peut recevoir des dons, des legs, des choses comme ça de la population. On est un organisme de charité. Nous, donc, ça fait 2 ans qu'on n'a pas opéré à cause de la COVID et, entre autres, des réparations cette année là, sur le clocher de l'église. Maintenant, on ose espérer très, très fort. On se croise les doigts. On veut recommencer cet été. Donc, on est absolument en période d'organisation. On monte le projet pour l'été. On fait des demandes de subventions, de soutien financier parce qu'évidemment, sans revenu pendant 2 ans, on sait qu'on va avoir besoin des gens, des organismes et tout pour nous aider à repartir. Repartir dans le cadre de la COVID, donc il restera des mesures comme désinfection des mains, les masques, etc. là. Donc, tout ça à mettre en place. Mais bon, on a de très bonnes zones positives qui nous disent que le clocher sera réparé et qu'on pourra recommencer à accueillir des visiteurs cet été. C'est en négociation aussi pour encore quelques pique-niques musicaux. Donc, toujours de l'animation dans le parc de l'église et c'est très, très
bien vu cette année, l'année passée, les autres années, les gens venaient nombreux. Il y a maintenant une habitude qui est créée et les touristes qui passent ben, sont attirés par ça aussi. Donc, on veut absolument remettre sur pied notre structure d'accueil. Il y aura visite de l'église avec un autre circuit, c'est avec AudioGuide. Alors, avec un autre circuit qui s'appelle un circuit patrimonial qui vous amènera à peu près d'où la cantine d'amour jusqu'à le salon funéraire Jean Fleury. Alors, entre ces deux rues-là, passant par un peu la rue du parc, finalement, à peu près un peu avant du parc, vous allez pouvoir vous promener à pied, regarder les maisons de Trois-Pistoles qui sont exceptionnelles au point de vue de l'architecture et tout ça, mais aussi qui ont une histoire. Donc, quelle est cette histoire? C'est l'histoire de ceux qui ont été là, les premiers, qu'on veut vous raconter à travers ça. Donc, c'est extrêmement intéressant, il fait beau, c'est une belle petite randonnée d'à peu près 1 heure, vous pourrez aller là, et puis tout ça se passe à l'église. On a aussi une capsule qui a été faite par Mathieu Barrette. Mathieu Barrette, notre conteur de Trois-Pistoles, qui nous a fait une légende en musique qui a raconté lui-même, mais c'est un mélange de la neige où s'est construit l'église et la légende du cheval noir. Et ça, c'est gratuit, c'est avec la visite de l'église. Alors, vous pourrez venir nous voir. On a beaucoup à vous offrir et on espère être là tout l'été, du début de juillet jusqu'au début de septembre. Et pour ouvrir, ça va nous prendre aussi, on est à la recherche d'étudiants ou de jeunes. Et ça peut être des non-étudiants jusqu'à 38 ans. C'est des projets Emploi d'été Canada. Et on est à la recherche de jeunes qui seraient intéressés. Ils peuvent nous appeler au 418-851-4031. Et de bénévoles, s'il y a des gens qui veulent s'impliquer dans notre organisation, bien, toujours appeler à la même place. 851-4031, André Tremblay. Donc, la Corporation du patrimoine et du tourisme religieux est un organisme à but non lucratif avec un conseil d'administration qui est présidé par Mme Édith Montembeault. Édith est bien connue et s'implique beaucoup à Trois-Pistoles. C'est une figure connue puis est une femme extrêmement dynamique. Pour la seconder, Mme Claudine April, qui est là depuis de nombreuses années. Il y a nouvellement arrivé Mme Lisette Belzile, il y a M. Yvan Charette et Angélica Cueva. Donc, ces personnes sont là pour nous aider à organiser tout ça et à tenir très fort debout la Corporation du patrimoine religieux, ça malgré les 2 dernières années qui ont été plus difficiles. Alors, ben, je vous invite nombreux aussi à aller voir notre nouveau site Internet qui a été lancé très récemment à www.église3-pistole.com. Allez voir, vous allez voir, il y a un très beau site Internet. Alors, merci à tous et bonne saison. Merci, Mme Tremblay, pour ces explications très intéressantes. Souhaitons que la situation sanitaire continuera de s'améliorer afin de vous permettre de réaliser tous vos projets futurs. Pour le récit de vie, rencontrer Mme Jacinthe Veilleux de Trois-Pistoles, qui a choisi de nous parler des émissions d'enfance, de ses émissions d'enfance préférées. Ce sujet va vous rappeler de beaux souvenirs. Je l'ai questionné par Zoom. Bonjour, Jacinthe. Oui, bonjour, M. Moreau, vous allez bien? On peut s'appeler Michel puis Jacinthe, je pense. Hein? C'est une bonne idée. Ça va être plus simple pour moi parce que sinon, je vais passer du vous au tu. C'est parfait. Puis, on a travaillé ensemble quelques fois. Donc, content de vous revoir, de te revoir. Tu vois, c'est déjà commencé. Jacinthe, aujourd'hui, vous allez nous parler de votre enfance, des beaux souvenirs que vous avez. Fait que j'aimerais ça, pour commencer, savoir c'était quoi les activités dans votre enfance qui vous ont plus particulièrement touché? Les beaux souvenirs que vous avez.
Oui, ben probablement des activités que beaucoup de gens faisaient, des gens de mon âge, et peut-être encore aujourd'hui, je crois, j'ose espérer. Alors, lorsque c'était l'hiver, naturellement, on jouait beaucoup dehors. On pouvait passer des heures à glisser, puis ça arrivait même qu'on se payait la traite, puis qu'on glissait les soirs de pleine lune. C'était magnifique. On pouvait se faire des tunnels dans la neige. Puis bon, toutes les occasions étaient bonnes pour jouer dehors. Puis l'été, ben, c'était au fond, c'était la baignade à la rivière Trois-Pistoles, entre autres. C'était aussi la cueillette des petits fruits. C'était des pique-niques en forêt. Bon, toutes sortes de choses comme ça. Par contre, il y a quelque chose qui m'a laissé vraiment un bon souvenir et c'est l'arrivée de la télévision. J'imagine que ça a dû changer beaucoup d'activités. J'imagine que ça a changé quand même beaucoup de choses. Comment vous avez reçu ça à l'époque? Alors, quel beau cadeau ça a été pour moi et pour notre famille, entre autres, parce que chez nous, on a eu la télévision en 1959. Alors, c'est sûr, c'était en noir et blanc. Quand les jeunes nous demandent, nos petits-enfants disent « Hey, grand-maman, dans ton temps, y avait-tu des dinosaures? » Non, il n'y avait pas de dinosaures, mais t'es pas loin. Alors, c'est ça, ça a été quelque chose de vraiment extraordinaire qui nous permettait, ça nous permettait de rêver, de s'ouvrir à d'autres choses. Alors, moi, je me souviens très bien que lorsque je revenais de l'école à 4 heures, c'était le rendez-vous avec Bobino et Bobinette. Alors, Bobino et Bobinette, Bobino, c'était un comédien, c'est Guy Sange, et Bobinette, c'était Christine Lamère, mais en début de tout, c'était Paul Bayard. Alors, cette émission-là a duré de 1957, je crois, à 1985. C'est une émission d'une très grande longévité. Et puis, c'était sûr que Bobinette, c'était une petite marionnette qui était espiègle, qui jouait allègrement de sa poire à eau et de ses pétards à la farine pour en faire voir de toutes les couleurs à son grand frère. Dans cette petite demi-heure-là, il y avait des personnages qu'on ne voyait jamais. Par contre, on savait qu'ils existaient parce que Bobino les interpellait. Alors, il y avait Gustave, qui était un fantôme, lui, la seule façon qu'on pouvait savoir qu'il était là, c'est qu'il y avait un son de trompette. Après ça, il y avait Camirio, il y avait Tapageur, il y avait Télésino. Télésino, c'était celui qui nous envoyait au dessin animé, qui était toujours très apprécié. Il y avait les souris Pixie, Dixie et Monsieur Jules, là, qui étaient tout simplement fantastiques. Alors, c'était la demi-heure de 4 heures à 4h30 qui était magnifique. Jacinthe, tu me rappelles vraiment des souvenirs, mais ce qui me trouble un peu, c'est ta mémoire en plus, les dates et les noms. Puis... Bravo. Qu'est-ce qu'il y avait en fin d'après-midi ou en fin de soirée aussi que tu écoutais, que tu aimais? Suite à l'émission de Bobino, il y avait une autre demi-heure qui était vraiment intéressante pour les enfants. Puis, entre autres, il y a quelques émissions qui ont retenu mon attention. Il y avait le Pirate Maboule et son compère Loup-Garou, qui était toujours mêlé à plein d'aventures rocambolesques. Pirate Maboule, qui était un amateur de suçons. Alors, il était prêt à faire toutes sortes de choses pour avoir des suçons comme récompense. Après ça, il y avait Franfreluche. Ah, quelle merveilleuse émission. Franfreluche, qui était une poupée. C'était incarné par Kim Yaroshevskaya, qui a été la grand-mère dans Passe-Partout, dans la première édition de Passe-Partout. Alors, Franfreluche nous racontait une histoire. Elle ouvrait carrément son grand livre d'histoire et nous racontait un conte. Lorsque le conte, mettons que ça ne se déroulait pas comme elle désirait, elle s'invitait carrément dans l'histoire. Alors, elle entrait dans son livre et elle arrivait dans l'histoire comme telle. Alors, je me souviens très bien que
À un moment donné, Fanfreluche s'est invité dans l'histoire de Cendrillon. Ayant peur que Cendrillon oublie l'heure et que son carrosse se transforme en citrouille, qu'elle perde sa belle robe et tout ça, Fanfreluche s'est invité et lorsque Cendrillon s'est enfui de la salle de bal, Cendrillon, dans l'histoire, perd sa pantoufle de verre. Alors, Fanfreluche, pour bien faire, ramasse la pantoufle et la remet à Cendrillon. Alors que ce n'est pas ça l'histoire. Là. Au fond, il fallait que ce soit le prince qui découvre la pantoufle et qui la ramène à Cendrillon. Alors, Fanfreluche a été obligé de faire 1001 péripéties pour que l'histoire, finalement, se déroule comme c'était prévu. Et il y a eu, à ce moment-là, je pense qu'il y avait eu à peu près 45 contes que Fanfreluche nous a racontés. C'était La princesse au petit pois, c'était Fanfreluche chez les Esquimaux. Alors, toutes des choses, au fond, qui font que les jeunes, pour capter l'imaginaire des jeunes. Après ça, il y avait Sol et Gobelet. Sol et Gobelet, au fond, c'était Marc Favreau et Luc Durand qui faisait Gobelet. Sol, c'était le clown clochard et Gobelet, le clown blanc. Alors, eux aussi, c'était, au fond, il y avait toujours des petits sketchs qui étaient présentés. Puis Sol, maniait les mots comme il le fait par la suite lorsqu'il était seul pour présenter ses spectacles. C'était un humour subtil, possiblement que les enfants ne comprenaient pas tout, mais quand même, ça nous accrochait pareil. Suite à ça, il y avait aussi, après Fanfreluche, il y avait Michel le magicien. Michel le magicien avec son turban, possiblement très coloré, mais comme on avait la télévision en noir et blanc, on s'entend on pouvait imaginer les couleurs. Mais ce qui était très, très visible, c'était sa longue moustache horizontale. Et puis, oui, voilà, ciré sûrement. Michel le magicien qui présentait des tours de magie, puis avec sa poudre de perlimpinpin et sa formule magique, Ali Baba, pyjama, qu'est-ce que tu fais là, Pingui Bingo, et etc. Puis, bon, c'était le tour de magie qui était réalisé. Après Michel le magicien sur les gobelets, il y avait aussi Piccolo. Piccolo qui était Paul Buissonneau. Piccolo, c'était un clown aussi, mi-Arlequin, mi-Pierrot, je dirais. Puis, lui, au fond, ce que je m'aperçois aujourd'hui, c'est que c'était une initiation au théâtre. Possiblement, je pense que c'était comme avec la comédie italienne, en tout cas, ça pouvait ressembler à ça, mais c'était une initiation au théâtre, puis c'était toujours très bienvenu pour l'autre demi-heure qui suivait Bobino. Alors voilà, c'était mes bons souvenirs de la télé. C'est tout ce que tu nous racontes à date, c'était beaucoup dans l'imaginaire, quelque chose qui n'était pas terre à terre vraiment, mais y avait-tu des émissions qui t'ont marqué aussi, qui étaient plus dans le monde réel? Oui, c'était les gens de mon âge vont se souvenir qu'après ça, de 5h à 5h30, il y avait les émissions comme les enquêtes Jobidon. C'était des comédiens, c'était vraiment c'était des enquêteurs qui avaient des missions à accomplir. Après ça, il y avait CFRCK. CFRCK, au fond, c'est un hydravion. Les gens les personnages qui pilotaient l'avion avaient aussi des missions à accomplir dans le Grand Nord. Alors, c'était encore une émission d'aventure. Il y avait Radisson et des Groseilliers, qui étaient des coureurs de bois des années 1700, qui faisaient le commerce des fourrures. Puis, l'autre dont je me souviens, c'était, après CFRCK, c'était d'Iberville. D'Iberville, c'était Albert Miller. Puis, c'était vraiment basé sur les exploits de Pierre Lemoine d'Iberville. Alors, c'était à peu près les émissions qui ont retenu mon attention à ce moment-là. La fin de semaine, aviez-vous le temps d'écouter la télé ou si vous aviez de l'ouvrage à la maison à faire, même enfant?
la fin de semaine, c'était le ménage. Donc, on se dépêchait à faire le ménage pour pouvoir écouter nos émissions. Il y avait quelques émissions qui étaient dignes de mention. Il y avait Tour de Terre. Tour de Terre qui était animé par Jean Besseret et Lise Lassalle. Tour de Terre, je pourrais dire que c'est un peu peut-être l'ancêtre de notre découverte qu'on a présentement le dimanche à 18h30. Alors, eux, ces deux animateurs-là présentaient aux jeunes toutes sortes de choses qui se passent sur la Terre. Ils pouvaient parler des insectes, ils pouvaient parler d'astronomie, ils pouvaient parler de coutumes dans différents pays. Puis c'était toujours, au fond, ça nous ouvrait sur le monde extérieur. Il y avait aussi, c'était une émission avec des marionnettes, Capucine et Pépineau. Alors, Capucine et Pépineau, qui avaient toujours des aventures avec leur ours maléfique, Pampan, qui leur en faisait voir de toutes les couleurs. Mais à la fin de tout, Capucine et Pépineau avaient le dernier mot. Et puis, il y avait aussi un dessin animé, Rock et Belles Oreilles, naturellement. C'est un classique qu'on ne peut pas oublier. Pampan est toujours le plus fort. C'est ça. Oui. Ben, c'est une belle tournée qu'on a fait avec vous. Qu'est-ce que vous retenez le plus des expériences de télévision que vous avez vécues dans votre jeunesse? Alors, je pense que, tu vois, Radio-Canada, lorsque la télévision a commencé, dans les années 1972, investissait beaucoup dans les émissions pour enfants. C'était des comédiens qui ont fait des carrières aussi au théâtre. Alors, c'était des comédiens de grande valeur, dont je ne vous dirai rien de nouveau, c'est que la plupart sont décédés aujourd'hui. Mais c'était une ouverture ça nous permettait de rêver, d'ouvrir notre imaginaire. C'était, sans qu'on le sache, c'était une ouverture à la culture et aussi au théâtre aussi. Alors, c'était vraiment des moments magiques. On oubliait tout, on s'assoyait là, puis on se laissait aller à écouter ces émissions-là qui nous étaient destinées fort avec beaucoup, beaucoup de joie. Ben, vous nous avez fait faire un beau voyage, Jacinthe. Merci beaucoup. Ce fut un plaisir pour moi. Ça a été vraiment agréable pour moi de partager ces souvenirs qui sont encore des bons souvenirs. Puis, je reste toujours attachée aux émissions pour enfants. Alors, j'ai probablement gardé un petit côté de mon cœur d'enfant. Alors, merci beaucoup, Jacinthe, de nous avoir rappelé ces émissions qui ont bercé notre enfance. Ce fut très agréable de connaître tes souvenirs qui font aussi partie des nôtres. Autour de Mme Marie-Josée Dubé-Gamache, policière à 3 pistoles, de venir nous rencontrer. Le mois de mars est le mois de la prévention des fraudes. C'est dans ce contexte que Mme Dubé vous mettra à l'affût de trucs à savoir afin de déjouer certaines fraudes dont vous pourriez être victime. Bonjour tout le monde, Marie-Josée Dubé, policière intervenante en milieu scolaire pour la MRC des Basques et représentante de la Sûreté du Québec sur différentes tables au niveau de la prévention à la MRC des Basques. Mars étant le mois de la fraude et avec notre pandémie qu'on a eue et l'explosion des fraudes tant au niveau provincial que local, j'ai décidé de vous parler de 2 types de fraudes aujourd'hui. En fait, je vais vous parler des différents types de fraudes qui sont téléphoniques. Puis ensuite de ça, je vais vous parler des fraudes de type amoureuse. Finalement, je vais vous parler de quand signaler une fraude à la police et quand porter plainte de fraude à la police. Alors, pour commencer, la fraude téléphonique. Il existe en fait différentes formes de fraude téléphonique, puis je vous en identifie quelques-unes. Si vous recevez un appel quelconque d'une personne X qui s'identifie au niveau du gouvernement, d'une institution financière ou tout autre endroit, commerce, et qui vous demande des renseignements personnels ou des informations de type bancaire, méfiez-vous.
faites attention, raccrochez. Raccrochez votre téléphone, regardez votre afficheur. Mais attention, regardez votre afficheur, oui, mais ça se peut que les fraudeurs aient utilisé un système, une application pour avoir fraudé, encore une fois, le numéro de téléphone. Donc, si vous recevez un appel d'une institution financière, exemple Desjardins, bien, vérifiez avec eux directement. Prenez le bottin ou prenez Internet, vérifiez le numéro de téléphone, puis vérifiez avec eux s'ils vous ont vraiment réellement appelé. C'est vraiment important. Ne donnez pas vos renseignements de façon automatique comme ça. Puis même si les gens haussent le ton, sont quand même insistants, bien, méfiez-vous. Une autre façon aussi que les fraudeurs utilisent au niveau des fraudes téléphoniques, puis on en a eu dans le secteur ici localement, c'est un appel téléphonique, puis les gens vous demandent de prendre vos cartes d'Interac ou vos cartes de crédit, de les mettre dans une enveloppe, puis de mettre à l'intérieur de l'enveloppe les NIP, les mots de passe. Ça aussi, refuser. C'est important de refuser puis de raccrocher parce que ce n'est pas une façon de faire des institutions financières ni du gouvernement présentement. Puis il y en a même qui osent se faire passer pour des avocats ou des policiers. Fait qu'ils vous mettent la pression, mais embarquez pas dans une affaire comme ça. On a également la fraude téléphonique qui se dit la fraude grands-parents, entre guillemets. C'est que dans le fond, vous recevez un appel d'un membre de votre famille, que ce soit une nièce, une petite fille, un petit-fils, puis ils vous demandent d'avoir de l'argent, un dépôt d'argent très rapidement, puis ils disent, ils vous mentionnent au téléphone de ne pas le dire à personne. Encore une fois, méfiez-vous, raccrochez, faites votre petite enquête, puis ne déposez pas d'argent, puis envoyez-leur pas d'argent, puis envoyez-leur pas encore de cartes cadeaux prépayées parce que le phénomène de cartes cadeaux prépayées, là, il est vraiment beaucoup utilisé présentement au niveau des fraudeurs. Qu'est-ce que vous devez faire si ça vous arrive? Raccrochez, faites votre petite enquête. Si c'est votre petit-fils, bien, appelez un membre de la famille. Il va être au courant s'il est arrivé une situation de détresse ou que votre petit-fils a vraiment besoin d'argent. On a la même situation qui se passe dans ce type de fraude au niveau des courriels. Il y a des gens qui reçoivent ce genre de courriel, puis il y a un lien. Ils cliquent sur le lien, puis ils demandent justement des informations bancaires pour donner de l'argent. Embarquez pas là-dedans. C'est vraiment important. Ensuite de ça, les fraudes amoureuses. Les fraudes amoureuses. Qu'est-ce que c'est une fraude amoureuse? Bien, en fait, une fraude amoureuse commence lorsque le fraudeur se crée un faux profil sur des sites de rencontres ou sur tous médias sociaux. Souvent, les fraudeurs utilisent la manipulation, ils enrôlent leurs victimes, puis dans le fond, ils développent un intérêt puis une relation dite sérieuse. Puis au moment que la relation devient comme plus sérieuse, puis que la victime est embarquée, puis elle lui parle à tous les jours, bien, il demande de l'argent. Que ce soit de l'argent comptant, des virements bancaires, des cartes cadeaux prépayées. Il demande toutes sortes de choses comme ça. Puis dans le fond, lui, il donne des raisons. Exemple, avec cet argent-là, je vais être capable de me payer un billet d'avion. Avec cet argent-là, c'est sûr que je vais aller te voir. Je vais être capable d'obtenir mon visa parce que souvent, autant les fraudeurs peuvent être ici au Québec ou venir d'un autre pays. Cette fraude-là est très, très sensible parce que, dans le fond, les fraudeurs jouent avec les émotions des victimes. Donc, nos victimes dans ce type de fraude-là, ils ne veulent pas nécessairement porter plainte. Parce que qu'est-ce qui arrive, c'est qu'ils se sentent, quand ils se rendent compte, bien, ils ne se rendent pas toujours compte, mais au moment qu'ils se rendent compte, bien, ils se sentent coupables d'être embarqués dans ce piège-là. Parfois, ils éprouvent des vrais sentiments d'amour envers le fraudeur. Tu sais, eux autres, ils pensent que c'est vrai cette relation-là, puis que dans le fond, cette personne-là, elle les aime, puis qu'à un moment donné, oui, elle va arriver ici, puis qu'ils vont pouvoir profiter de leur amour. Puis il y a certaines personnes qui craignent de dénoncer parce que dans le fond, la relation qu'ils ont établie avec cette personne-là, ça leur a fait oublier l'isolement. Avec la pandémie, on a tous vécu une façon de l'isolement, puis il y en a qui se sont créés des relations dites virtuelles.
mais il y a beaucoup de sous qui sont impliqués dans les relations virtuelles. Il y a beaucoup de gens qui envoient des milliers et beaucoup de dollars dans ce genre de fraude-là. Si vous connaissez quelqu'un de votre entourage ou que vous, là, vous dites je suis embarquée dans une relation comme ça, dite virtuelle, puis que c'est un petit peu bizarre parce que j'ai envoyé des sous. Bien, regardez, qu'est-ce qui est important, là? C'est d'en parler. C'est vraiment, vraiment très important. Restez pas dans cette solitude-là et dans ce doute-là. Parlez-en. Si vous êtes inquiet pour un membre de votre famille ou pour un ami, mais qu'est-ce que vous devez faire? C'est que vous devez la questionner. La questionner sur cette relation-là. Qu'est-ce que ça lui apporte? Vous devez éviter de la confronter parce que la confrontation, ça ne mène pas à grand-chose. Vous devez être à l'écoute. Puis dans le fond, vous devez l'accompagner dans ses démarches. C'est vraiment ça qui est super important, que la victime se sente accompagnée et soutenue par des amis. Avant de terminer, je vous ai dit que j'allais vous faire la différence quand signaler la fraude et quand porter plainte de fraude. On signale la fraude lorsqu'il n'y a aucune perte financière, lorsque votre dossier de crédit n'est pas affecté, lorsque vous n'avez aucune perte matérielle, puis que votre identité ne s'est pas faite voler. À ce moment-là, allez sur le site de Centre Antifraude Canada ou appelez au numéro sans frais qui est le 1-888-495-8501, puis vous signalez la fraude. On porte plainte à la police lorsqu'on s'est fait voler notre identité, on a eu des pertes, que ce soit matérielles ou financières, ou que la situation qu'on est embarqué, malheureusement, va affecter notre dossier de crédit. À ce moment-là, vous appelez au poste local de la Sûreté du Québec. Ici, à Trois-Pistoles, pour la MRC des Basques, le numéro de téléphone, c'est le 418-851-3833. Et la Sûreté du Québec, en général, c'est le 310-4141. Nos policiers patrouilleurs vont vous accompagner, ils vont faire les démarches avec vous, ils vont vous aider pour compléter la plainte puis essayer de résoudre la situation. J'espère que j'ai répondu à vos questionnements concernant la fraude. Rappelez-vous que vous ne serez jamais assez prudent lorsqu'il est question de vos renseignements personnels et de votre argent. C'est vraiment important. Nous serons présents le 24 mars prochain, moi et mon collègue Dave Ouellet, au centre d'achat ici à Trois-Pistoles pour un kiosque concernant la fraude, les différents types de fraude, et ça va me faire plaisir de vous rencontrer. Merci. Bonne journée. Merci Marie-Josée pour tous ces conseils qui nous mettront en confiance pour agir et éviter de répondre aux demandes frauduleuses de certaines personnes mal intentionnées. Alors, espérant que vous avez apprécié cette 11e émission de Place aux aînés. Dans notre prochaine émission, M. François Desjardins, qui est coordonnateur du marché public des Basques, vous présentera le fonctionnement et les activités du marché. Pour le récit de vie, vous ferez connaissance avec 4 exposants qui y participent depuis plusieurs années. Dans la 3e partie, la notaire Ariane Michaud vous donnera des conseils sur le mandat en cas d'inaptitude. Donc, à la prochaine. Bye bye, Christiane. Bye, Michel. Cette émission est une réalisation de TCBH, propulsée par Derry Télécom.